Salut les Astrams. Ça fait plaisir de vous retrouver, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo en intérieur. On se retrouve donc pour de nouveaux épisodes sur les jalons. Cette fois-ci, on va quitter nos constellations zodiacales qu'on a fait les derniers temps. On va quand même passer un petit peu sur tout ce qui se passe autour. Donc je vous rappelle, la dernière qu'on a faite en date, c'était la constellation du Taureau. Donc avec son étoile brillante Aldébaran, on va se retrouver pas très très loin, juste à côté, avec une nouvelle constellation, la constellation du Cocher. Allez, on se retrouve juste après le générique, et puis on voit tout ça. Ça y est. Donc, comme je disais, la constellation du Cocher. La constellation du Cocher, c'est une constellation qui remonte à très très loin dans le temps, hein. Parce que, elle a été, alors on ne sait pas trop si elle était déjà connue du temps des Babyloniens, mais on suppose. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle fait partie des 48 constellations que notre grand copain Ératosthène avait répertorié dans son Almagestre. Donc là, on remonte à facilement, ouais, bien avant notre année zéro de chez nous. Ta, 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 ta. Je refais un petit point. Là, j'ai raconté n'importe quoi dans ce début de vidéo. Je pense que ce jour-là, quand je l'ai tourné, je devais être ouais, bien crevé ou quoi que ce soit. Le fait est que je mentionne que la constellation du Cocher aurait été nommée pour la première fois par Ératosthène. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Je sais pas, j'avais envie de sortir celui-ci peut-être. Non, c'est absolument pas ça. Ça a été répertorié pour la première fois dans l'Almageste de Ptolémée. Donc, pareil, je reviens aussi sur un élément que j'ai mentionné et qui est faux. Sachant que Ptolémée a vécu d'environ l'année 100 après Jésus-Christ jusqu'à 168, c'est pas largement avant notre année zéro, c'est juste après. Donc voilà, je voulais refaire un point parce que s'il y a un truc que je déteste, c'est raconter des conneries. Enfin, si, j'adore raconter des conneries, mais quand je le fais exprès, là, c'était vraiment pas volontaire du tout. En tout cas, quoi qu'il arrive, je m'excuse, hein, j'avais dit des grosses conneries, donc voilà, erreur réparée. Allez, je vous laisse avec la suite en espérant que j'en raconte pas d'autres. Donc alors, la constellation du Cocher. Passons sur Stellarium, on va voir un petit peu quelle tête elle a. Alors, on va virer les noms des... Hop, on y verra plus clair. Alors, la constellation du Cocher, c'est cette espèce de bidule. Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle a une forme assez caractéristique. Alors, au choix, soit vous êtes vraiment tatillon sur les formes géométriques, et à ce moment-là, c'est un pentagone, on va dire ça. Ou alors, si vous n'êtes pas trop casse-pied, on peut considérer que c'est un hexagone. Voilà, hein. Donc, presque parfait. Presque. Ouais, vraiment presque. Mais le fait est que voilà, c'est comme une constellation qui est assez étendue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les derniers temps que j'utilisais Stellarium, je n'avais pas pu afficher les limites de constellation, donc les petites zones rouges. Je l'ai activé, donc on voit quand même que la constellation en elle-même, la zone occupée par la constellation est quand même relativement grande. Ça nous présage pas mal de trucs d'intéressants justement dans la constellation. Euh, alors, le cocher, qu'est-ce que c'est? Faire un petit point de mythologie quand même, hein. On va pas déroger à la règle. Alors, le cocher, il y a un petit peu deux versions, hein. Première version, ça serait un gardien de chèvre qui porte une chèvre, ou deux, sur le dos. Voilà. Alors, libre à vous d'imaginer où est la tête du mec et où sont
les pattes des chèvres, hein, voilà. On a coutume d'appeler les chevrettes cette espèce de petit bidule là, voilà, formé par celle-ci et celle-là. C'est censé représenter une patte, voilà, bah pourquoi pas, hein. On va pas contrarier les gens, hein. Ou alors, deuxième légende mythologique, ouais, deuxième mythologie pour la constellation du cocher. Alors, elle représenterait le fils adoptif d'Athéna. Je vous épargne de prononcer son nom parce qu'à chaque fois je l'écorche. Je vous le noterai quelque part dans le coin. Et en fait, ça serait celui qui aurait inventé, entre guillemets, euh, le fait de conduire un chariot tiré par euh, quatre bestioles. Donc voilà. Et il porterait donc par 4 chevaux, tiré par 4 chevaux. C'est l'inventeur de la 4 chevaux avant Renault, 2000 ans avant. Bon, non, ça c'était la blague du jour. Elle est pas drôle, mais en même temps, hein, on n'est pas là pour faire des blagues marrantes. Bon, si, remarquez, pourquoi pas. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, je me perds tout seul dans mes conneries, moi. Oui, si, donc en fait, il serait représenté, ce brave gars, sur son chariot, tiré par 4 chevaux, avec une chèvre sur le dos. Ça fait du monde, hein, quand même, hein. Alors pareil, libre à vous de repérer le chariot, de repérer les chevaux, de repérer le dos, de repérer les chèvres, hein, voilà. Je vous souhaite bon courage. Donc voilou. Alors ensuite, pour la repérer, cette fameuse constellation, en fait, on va se baser sur Capella. Capella, elle est assez simple à repérer. Pour ce faire, on va repartir sur... Qu'est-ce que je fous? Je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. J'ai plus l'habitude. Alors, vous vous souvenez, Mirac, Almac, Mirfac. Hop, on prend cet alignement et on poursuit après Mirfac. Hop, d'à peu près, on va dire quoi? Une vingtaine de degrés. Attendez, on va regarder ça. Ouais, voilà, à peu près une vingtaine de degrés. Prolongé d'une vingtaine de degrés. Et donc vous allez tomber sur une étoile qui brille. Mais alors quand je vous dis qui brille, c'est qu'elle brille vachement. On est sur une magnitude de 0,05, quelque chose dans ce style-là, je crois. Ouais, vous voyez, magnitude 0,05. Bim. Autant dire que ça flashouille un petit peu. Donc à partir de là, vous élargissez votre regard et effectivement, vous allez voir une espèce de pintade, enfin d'hexapentagone, on va dire ça comme ça. Ça va nous permettre quand même de bien visualiser la zone. Ça, c'était donc la première méthode. Ou alors, la seconde méthode, en fait, on va faire appel à notre copain, le taureau de la dernière fois, avec son étoile brillante, l'œil du taureau, donc Aldébaran, l'a bien nommé. Donc celle-ci, là, vous allez partir, donc toujours, donc là, vous allez partir, c'est pleine nord, sud, est, ouest, pleine ouest. Et donc là, par contre, vous allez partir d'environ, me semble-t-il, c'est une trentaine de degrés. Voilà, 30 degrés à la louche, 30 degrés à la louche. Et donc là, pareil, vous allez tomber sur l'étoile Capella. Et pareil, donc vous faites un petit peu naviguer votre vision, et donc vous allez tomber sur notre fameux hexapentagone qui représente la constellation du cocher. Ouais, je vous demande 2 petites secondes, j'en ai un qui miaule. A few moments later. Donc, alors, notre constellation du cocher, maintenant qu'on l'a localisée, qu'est-ce qu'il y a à voir dedans? Alors, on a une chance de dingue, c'est que cette constellation du cocher, elle est traversée par notre fameux bras de la Voie lactée. Alors, on le distingue un petit peu plus au sud, mais il passe bien par là. Vous voyez, hein, de toute façon, il y a Persée juste au-dessus. Voilà. Alors, ce qui fait que ça procure à cette constellation énormément, ouais, quand même, d'objets du ciel profond à les regarder, hein, et qui sont quand même relativement intéressants. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, M36. Oui, en même temps, si je fais n'importe quoi, tac. M36, donc c'est celui-ci. Donc c'est un amas ouvert, qui n'est pas forcément très spectaculaire, mais au moins c'est un amas de Messier.
Donc il est ouais, c'est pas forcément, comme je disais, c'est pas le plus spectaculaire. Il a une magnitude qui est convenable quand même, hein, donc 6, il y a mieux, hein, on va pas se le cacher, il y a mieux, mais il y a largement pire. Ça reste quand même un amas qui est assez, ouais, assez condensé, il y a quand même entre 50 et 100 étoiles dedans, oui voilà, à peu près dans ces eaux-là. Donc ça reste assez, assez simple quand on débute, ça peut être pas mal quand même d'aller jeter un petit coup d'œil, au moins histoire de se familiariser un petit peu avec la zone. Par contre, c'est vrai que du fait que c'est un amas ouvert, euh, on va quand même rencontrer un petit problème, c'est qu'il est donc assez diffus. Donc, on va vraiment voir, ça va pas vraiment sauter aux yeux qu'on est dessus, quoi. Voilà, c'est pas un amas condensé, c'est pas un amas globulaire. Donc voilà. Après, ça reste quand même un objet de Messier, hein. Donc bon, on rappelle les objets de Messier, ça a été le premier catalogue fait donc par Charles Messier. Si vous voulez un petit peu plus d'informations par rapport à ces catalogues de Messier, je vous remets le lien vers la chaîne de Cosmic Girl qui avait fait une super vidéo là-dessus, enfin qui avait fait toute une série de vidéos sur les principaux catalogues. Je vous invite quand même à aller le voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc voilà pour M36. Ensuite, bah, M36, après qu'est-ce qu'on a? Bah, après on a M37, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc on est toujours sur un amas globulaire. Toujours sur un amas bah, qui est à peu près dans le même ordre de grandeur, point de vue magnitude. Là, on est un petit peu plus lumineux, on est sur du 5,60. C'est un petit peu mieux. Pas encore le pactole, mais c'est quand même pas mal. Sur un ciel périurbain, je pense que ça peut quand même se voir. Après, à prendre en photo dessus, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas tenté celui-là encore. Donc après, là, c'est un amas qui contient un peu plus d'étoiles, qu'il en contient une peu plus d'une centaine, hein, voilà. Donc ça reste quand même assez, assez joli à voir. Donc après M36, M37, eh ben, je vous le donne dans le mille, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a M38, hein, tant qu'on y est, hein. Et hop, M38, et voilà. Alors celui-ci, pareil, donc c'est un amas ouvert aussi, hein. Donc là, on peut voir qu'en zoomant, on a quand même un petit peu plus de détails. Il occupe une surface un petit peu plus grande, donc il est un peu plus diffus. On le voit, la magnitude a atteint 6,40. Donc c'est quand même, ça se voit, hein. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Par contre, après, voilà, ça reste un amas ouvert. Pour ma part, les amas ouverts, c'est pas ceux que je trouve les plus spectaculaires, hein. Hormis M45 avec toutes les volutes de gaz qu'il y a derrière, ça reste pas waouh, quoi. Mais après, c'est un simple ressenti personnel. Ensuite, donc on a un dernier objet qui est à mentionner donc, dans cette constellation. Par contre, ce n'est ni un objet du catalogue Messier, Messier l'a pas vu, c'est pas un objet du catalogue NGC, c'est un objet du catalogue IC. Alors, c'est IC 410. Alors, IC 410, on pourrait croire que c'est quelque chose d'un peu particulier. Alors, en fait, IC 410, c'est une... j'ai perdu mes mots. J'ai perdu mes mots. Je vous demande 2 petites secondes, je reviens. Alors, ça y est, je suis de retour. Alors, ça y est, j'ai retrouvé un petit peu mes esprits. Alors, IC 410, c'est une nébuleuse en émission qui se situe au sein d'un amas d'étoiles qui est NGC 1893. Alors, donc en fait, l'amas est ici, et en fait, la IC 410, la nébuleuse, en fait, c'est ce qu'on voit en arrière-plan, ce qui est bleu, bleu jaunâtre là. Donc alors, c'est hyper beau, c'est hyper chouette hein, à voir. Par contre, on a un petit souci, c'est qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'une magnitude d'environ 10, ouais, 10, on va dire ça. Magnitude 10 sur quelque chose qui est très étendu. Donc, on va se heurter à un problème, c'est que
c'est pas lumineux du tout. Alors, je voulais faire aussi un petit rappel, enfin, un petit rappel, une petite mise au point en ce qui concerne les magnitudes. Je vous parle assez souvent que tel objet est facilement visible, tel autre objet l'est peut-être un petit peu moins. Alors, on va aborder ici une notion de ce qu'on appelle la magnitude, et on va parler essentiellement de la magnitude pour du visuel. Petit préambule, je le rappelle encore une fois, ça doit faire à peu près 15 fois dans cette vidéo où je le dis, la sensibilité des capteurs, des caméras et des appareils photo, c'est le jour et la nuit par rapport à celle de nos yeux. Nos yeux sont, hélas, beaucoup moins bien, beaucoup moins performants. Alors, la magnitude limite d'un instrument, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est la magnitude au-delà de laquelle vous ne pourrez rien voir dans un instrument défini. Euh, alors, on peut calculer cette valeur par la jolie formule que je vous mets. Et donc en fait, on va explorer un petit peu plus rapidement, enfin un petit peu plus en profondeur cette formule. Euh, la magnitude limite de l'instrument, elle dépend de deux facteurs essentiellement. Elle dépend de la magnitude limite de votre œil dans un lieu d'observation précis. À la campagne, on peut voir des objets qui sont beaucoup moins lumineux qu'en ville. Ça, c'est la faute à la pollution lumineuse, la pollution lumineuse étant beaucoup moins importante à la campagne qu'en ville. Ça dépend aussi d'un deuxième paramètre qui est le diamètre de votre instrument. Plus l'instrument a un grand diamètre, plus il va être capable de capter, de collecter de la lumière en fait. Donc cette jolie formule, la magnitude limite de l'instrument est égale à la magnitude limite de votre œil plus 5 fois logarithme 10 du diamètre divisé par 6. Bon courage pour la retenir celle-ci. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de la retenir. Vous faites le calcul avec un tableau Excel, ça devrait le faire. Voilà, moi je vous mets l'exemple pour mon télescope. Donc je vous rappelle que mon télescope a un diamètre de 150 mm. Ça nous donne donc le tableau ici. Donc juste histoire de vous situer un peu les choses, moi j'habite en ville, une ville moyenne. Donc on peut voir que je ne pourrais pas par exemple observer IC 410. Magnitude de 10, magnitude limite que je pourrais atteindre en ville, 9,49. Ça paraît quand même compliqué. Par contre, là où j'observe, je suis à proximité d'une ville, mais un petit peu à la campagne, donc je suis à cheval entre deux catégories. On va dire que je pourrais atteindre, allez, 10,5, 10,75. Donc ça passerait, mais vous voyez, c'est juste, hein, vraiment. Voilà, donc j'espère avoir éclairci un petit peu plus ce petit point. Et je vous dis à plus. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner pour voir cet objet-là, c'est d'attendre son passage au plus haut dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le passage au méridien, et pas de le regarder malheureusement à l'œil nu, vous ne distinguerez pas grand-chose. Encore un petit rajout à la vidéo. Cette fois-ci, promis, c'est le dernier, hein. Alors, IC410, on peut effectivement, je pense, peut-être le voir à l'oculaire. Par contre, à l'oculaire, il existe deux manières de regarder un objet. Ça, c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Vous allez voir, c'est assez rapide. Si vous collez votre œil à l'oculaire, vous allez pouvoir en fait regarder soit de manière directe l'objet, et donc là en fait vous allez faire appel aux cellules qui sont vraiment au centre de votre rétine. Pas de bol, c'est celles qui sont le moins sensibles aux faibles lumières. C'est-à-dire que c'est avec ces cellules-là que généralement on voit, enfin c'est pas généralement, c'est avec ces cellules-là qu'on voit le jour. Par contre, si vous faites ce qu'on appelle une vision décalée, c'est-à-dire qu'au lieu de fixer le centre de l'oculaire, vous allez très légèrement décaler votre regard soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers le haut, soit vers le bas, vous allez pouvoir distinguer un petit peu plus de choses. C'est ce qu'on appelle la vision décalée. Pourquoi est-ce que c'est plus efficace? Tout simplement parce que sur les bords de notre rétine, la composition du bord de la rétine n'est pas la même qu'au centre. Il y a plus d'un certain type de cellules, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais en fait ces cellules-là sont plus sensibles
aux faibles lumières, au noir et blanc. Donc en fait, on va avoir plus de détails. Je vous garantis pas que ça va révolutionner le truc, mais au moins vous verrez, vous aurez peut-être la chance, si vous avez un ciel bien dégagé et parfaitement limpide, sans pollution lumineuse ou avec le moins possible, vous aurez peut-être de la chance de voir des objets tels qu'IC 410 par exemple. Voilà, c'était le dernier rajout de cette vidéo. Voilà, je vous laisse avec la fin, et puis à ciao. Je vous rappelle, je suis désolé, je me répète, hein, mais que l'œil humain est beaucoup moins sensible qu'un capteur d'appareil photo ou qu'un capteur de caméra astro. Donc forcément, bah, en photo, ça verra mieux, hein, on verra mieux, ça rendra beaucoup mieux. Donc bah, c'est pour ça que je suis un peu partagé quant au fait de le voir en visuel. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. À mon avis, vous allez voir les étoiles et un semblant de tache floue derrière. Mais franchement, je ne suis pas sûr. Donc bah, voilà, pour la constellation du Cocher, bah, c'est déjà quand même pas trop mal, hein, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez dense, hein. Merci la zone en question. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, enfin du moins pour cette vidéo-là, et on verra plus tard, la prochaine constellation. On est sur une zone, qui est quand même encore assez riche, donc il va y avoir encore quand même pas mal de choses à voir, hein. Allez, à ciao les astrales.